Bonjour, je suis avec Yannick Bestaven, un skipper du Vendée Globe. Je suppose que vous êtes déçu d'avoir dû abandonner dans cette circonstance et nous partageons votre regret. Et pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Mais en fait, on est parti le 9 novembre avec des conditions météo fortes. Donc on a eu du vent, on a eu une dépression avec du vent du sud-ouest. C'est rentré fort à partir dans la nuit du dimanche à lundi. Le vent est monté jusqu'à 50 nœuds avec des claques à 55 nœuds. Donc ça fait des vents à pas loin de 90 km/h, ce qui commence à être fort sur l'eau avec une mer très formée. Et toute la journée du lundi, le vent était sud-ouest et la mer formée. Mais pour moi, ça se passait plutôt bien parce que mon bateau étant d'ancienne génération, j'étais dans le groupe des 10 premiers à tirer des bords au près, donc à remonter au vent. Et puis en fin de journée le lundi, le vent a basculé du sud-ouest au nord-ouest de façon très franche. Donc ça voulait dire qu'on se retrouvait à l'arrière de la dépression. Et le vent a molli, il s'est retrouvé à 15 nœuds. Et lorsque j'ai viré de bord, je venais d'établir le bateau, ça faisait 20 minutes que j'avais viré de bord. Et je faisais route donc vers l'Espagne, vers le large de l'Espagne. Et là, il y a eu 3 grosses vagues qui sont arrivées. Et la 3e vague, le bateau a chuté du haut de la vague. Et en retombant en bas de la vague, le mât a cassé en compression, comme si on avait coupé une élingue à 6 mètres de haut et lâché le bateau en fait. C'est pas la force du vent qui a fait démater mon bateau, paradoxalement, c'est l'état de la mer. Et à la 3e vague, le bateau a pris une gamelle en fait et le mât a cassé. Et avec un mât cassé, comment vous avez réussi à rentrer en France? Bah moi quand j'ai dématé, Voilà, oui. en fait j'étais sur le pont, j'étais au pied de mât quand le mât est tombé, puisque je venais d'en renvoyer de la toile, le 2e riz. Et donc j'ai vu vraiment le mât tomber en direct, donc j'ai vu le gréement allongé dans l'eau. Donc là de suite, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé le PC course à terre pour signaler que j'avais un gros problème à bord. Suite à ça, je leur ai annoncé de suite que je me débrouillais par mes propres moyens, puisque pour pas solliciter de secours et faire prendre des risques à d'autres personnes. Donc ce qui s'est passé, j'ai passé plus de 2 heures en fait sur le pont du bateau qui était comme un bouchon sur l'eau, puisqu'il n'y avait plus rien, il n'avançait plus, il était à la dérive au gré des vagues. Et avec des outils, scie à métaux, pince coupante en fait. Dans un premier temps j'ai essayé de récupérer des voiles, mais ça m'était impossible parce que tout était dans l'eau et les voiles étaient très lourdes, chargées d'eau. Et du coup j'ai commencé à tout couper et j'ai coupé chaque câble un par un pour pouvoir dégager tout le mât. Et j'ai dû démater vers 17 ou 18 heures et j'ai dû me dégager vers 23 heures. J'avais largué le mât, donc de nuit avec de l'eau froide, à califourchon sur le bateau, à moitié sous l'eau. Voilà, c'était un moment difficile, mais j'ai pu sauver la coque et la ramener. Et pour rentrer au Sable d'Olonne, par chance j'avais pu garder ma baume, donc je me suis servi de ma baume que j'ai hissée à la place du mât. La nuit je me suis reposé parce que j'étais vraiment fatigué de cette intervention, et au petit matin j'ai hissé un gréement de fortune avec ma baume, et avec les voiles qui me restaient, j'ai hissé les voiles sur la baume pour rentrer vente arrière sur les Sables d'Olonne. Et je suis arrivé le jeudi, j'ai dématé le lundi, je suis arrivé le jeudi au Sable d'Olonne. Donc je suis revenu à toute petite vitesse, mais j'ai pu rentrer par mes propres moyens sans solliciter de secours ou d'intervention de cargo, parce que là où j'étais il y avait un trafic maritime fort et il y a 2 cargos qui m'ont proposé assistance et j'ai refusé pour n'embêter personne sur l'eau. Et c'était votre premier Vendée Globe? C'était mon premier Vendée Globe, ouais. D'accord. Ouais. Vous y tenez beaucoup à votre bateau? C'est une source de vie? Oui, j'y tenais beaucoup parce que ce bateau il s'appelait avoir Aquitaine Innovation, c'était le bateau d'Yves Parlier. Et pour la petite histoire, moi j'ai débuté la course au large sur ce bateau-là aux côtés d'Yves Parlier en 98. Donc c'était un bateau de cœur que j'ai récupéré, qui était à l'abandon dans un chantier à Caen il y a 3 ans, que je suis allé récupérer, que j'ai remise en état bien avant de trouver des sponsors. Donc je me suis beaucoup investi pour donner une 2e vie à ce bateau. Mais voilà, maintenant entre lui et moi c'est fini. C'est comme un divorce, une séparation. Et puis c'est un bateau qui est ancien, qui est de 96. Donc comme je le disais à des journalistes, si je dois repartir sur des projets course au large, je veux repartir avec un bateau performant pour gagner des courses et voilà quoi. Parce qu'un bateau de 96, j'ai terminé tout le temps en première partie de classement à chaque course que j'ai fait avec ce bateau. Transat anglaise, je fais 6e lors de la dernière Transat anglaise. Donc c'est des bons résultats, mais je ne peux pas faire mieux. Devant moi à chaque fois c'est que des bateaux neufs, et voilà, pour continuer il me faut un bateau beaucoup plus performant. Et ce bateau a 12 ans maintenant, donc
j'espère qu'il continuera à naviguer avec d'autres jeunes skippers qui voudront se faire la main dans la course au large. Et il faut des entraînements pour faire ce genre de sport. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Bah oui, il faut beaucoup d'entraînement physique parce que c'est quand même, ça reste physique. On manipule des voiles qui sont lourdes, qui sont difficiles dans des endroits où il fait froid, où ça mouille, où c'est humide, avec un bateau qui bouge tout le temps, qui penche beaucoup. Donc pour tout ce qui est équilibre, moi je suis un adepte des sports de glisse, donc je fais beaucoup de planche à voile, de surf, de sport de kite, de sports de ce type-là, parce que j'adore ces sports d'eau. Donc ça, pour l'équilibre, c'est un très bon travail d'entraînement. Et puis à côté de ça, je fais beaucoup d'entraînement d'endurance, et notamment de footing. Donc de choses comme ça. Comme un sportif de haut niveau, je m'entraîne régulièrement, à raison de 3 fois par semaine. Je me fais des longues distances de footing pour préparer mes courses. Ouais. D'accord. Et en nous informant sur vous, on a appris que vous vous êtes lancé un pari. Vous pouvez nous l'expliquer un peu? Un pari? Oui, c'est-à-dire? Avec les énergies Oui, renouvelables. bien sûr. Bah, c'est pas un pari, non, c'est une démonstration plus. En fait, comme moi j'avais un bateau ancien et que même si j'avais une forte expérience de transatlantique, j'avais jamais fait le tour du monde en solitaire. Donc pour me sortir un peu de la concurrence, je me suis dit qu'il fallait certainement innover dans mon projet pour trouver des sponsors et puis par conviction aussi, parce que faut savoir que dans des projets comme ça on dépense des fortunes pour gagner du poids sur nos bateaux, et moi je me suis dit le premier poids que je peux gagner c'est le carburant à bord. Comment partir faire le tour du monde en course sans embarquer de gasoil, et les énergies renouvelables existantes étaient déjà une première solution, sauf qu'il manquait encore d'autres solutions. En fait mon idée ça a été de me servir du soleil pour le photovoltaïque, pour les panneaux solaires, du vent pour les éoliens et de la vitesse du bateau pour faire de l'énergie à bord. Il se trouve qu'en course l'idée c'est d'aller le plus vite possible, donc je me suis dit plus je vais aller vite, plus je veux faire d'électricité. Donc c'est pour ça qu'on a développé un prototype hydrogénérateur, et avec lequel j'ai fait déjà 2 transatlantiques, la Transat anglaise et Québec-Saint-Malo. Et en fait cet hydrogénérateur arrive à couvrir à lui seul 3 fois plus que ce que j'ai besoin d'électricité sur le bateau, sachant que c'est des bateaux qui sont très gourmands en énergie, puisqu'on a des pilotes automatiques, beaucoup d'informatique, des moyens de transmission vidéo, enfin on a beaucoup de choses qui consomment beaucoup d'électricité. Et le prototype qu'on a sorti nous a rempli de satisfaction, puisque rien qu'avec lui déjà je produis plus que ce que j'ai besoin à bord, à partir de 8 nœuds, ce qui sont des vitesses très moyennes pour nos bateaux qui peuvent aller à plus de 20 nœuds. Donc ce produit-là qu'on a développé en course, l'idée ça serait de le développer, de trouver des partenaires industriels pour le développer, le commercialiser. Parce que c'est des produits d'avenir à mon avis pour le nautisme. Parce que je pense qu'on peut faire de la voile sans avoir de moteur thermique à bord et de carburant pour assurer sa propre énergie ou ses propres déplacements pour garer son bateau au port. Donc l'idée c'est d'arriver sur des bateaux complètement électriques avec des moteurs électriques et des hydrogénérateurs pour faire l'électricité à bord. Voilà. Donc le Vendée Globe pour moi c'était une belle démonstration publique parce que c'est très médiatique. Et j'espère que ce dématage ne viendra pas compromettre tout le développement technologique qu'on en a fait et que l'on peut faire maintenant au niveau industriel sur ce produit. D'accord, merci de nous avoir consacré un petit peu votre temps. De rien. Au revoir. Malgré la pluie et le vent.